Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tanti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs succès? Quels sont leurs échecs? Quelles missions accomplissent-ils au quotidien? Par quoi sont-ils passés? Comment leur exercice a-t-il évolué? Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Arnaud Colson. Arnaud est avocat fiscaliste au sein du cabinet GV Avocat. Celui-ci est associé depuis maintenant 2 ans. Avant cela, il a exercé dans les plus grands cabinets de la place en droit fiscal. Il a commencé chez EY, est ensuite allé chez Bird & Bird, puis chez Harwood et enfin chez Baker & McKenzie avant de rejoindre GV Avocat en tant qu'associé. Dans cet épisode, il racontera tout ce qui s'est passé à bâton rompu, sans rien cacher. Je vous souhaite une excellente écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des 2 nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner, dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces 2 formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr. Eh bien écoute, bonjour Arnaud Colson, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans ton cabinet GV Avocat, situé au 3 avenue Franklin Roosevelt à Paris. Bonjour Arnaud Colson. Bonjour Valentin, merci de me recevoir, je suis un fidèle auditeur de ton podcast, figure-toi. Eh bien écoute, ça me fait grand plaisir. Donc maintenant que tu as pu écouter tes confrères et tes consoeurs, c'est à nous de t'écouter. Qui est Arnaud Colson? Écoute, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études de droit à l'université Panthéon-Assas Paris 2. Donc je faisais plutôt des études de droit des affaires, droit fiscal. En tout cas, j'ai fini en droit des affaires en maîtrise. Je crois que maintenant on appelle ça le master 1. Et puis j'ai fait un master 2 de droit fiscal. J'ai fait 2 choses que je recommande aux étudiants. C'est un programme d'échange avec le Canada pendant ma maîtrise. Comme j'avais grandi avec une seule culture, j'ai trouvé ça très intéressant d'aller voir ailleurs. J'ai fait aussi un programme de 6 mois en Australie pendant l'école de formation au barreau, où là pour le coup en plus je suis revenu avec la compétence de l'anglais, parce qu'au Canada c'était au Québec, donc c'était pas du jeu. Donc voilà. Rapidement j'ai voulu faire des stages. J'ai commencé dès la maîtrise en fiscalité. On va dire que mon premier vrai stage où ensuite j'ai été embauché avant de prêter serment, c'était chez Ernst & Young. Ok, très clair. Limpide, ça se voit que tu as écouté nos podcasts au préalable. Et pourquoi tu as voulu devenir avocat, Arnaud? C'était une vocation, c'était une volonté personnelle, c'était un métier que tu as découvert sur le fil à la fac de droit? Ouais, c'était pas forcément une vocation. Le métier avait ses lettres de noblesse, donc forcément moi je voyais un peu de lumière dans tout ça, et donc ça m'intéressait. Je dirais qu'en fait il y a eu un coup de cœur avec une des matières qui est le droit fiscal, parce que je trouvais que le droit de façon générale au début, en tout cas pendant mes études, était un peu trop sollicité comme compétence, avant tout la mémoire vive. Il fallait avoir des capacités de mémorisation très fortes, notamment sur des matières comme les institutions judiciaires. Bon, voilà. Quand j'ai rencontré cette matière qui était le droit fiscal, pour la première fois, je pouvais assimiler un cours sans avoir à le mémoriser, juste en le comprenant, parce que toutes les idées s'enchaînaient de manière très logique. Et là, ça a été comme un déclic. Et les notes d'ailleurs ont tout de suite, j'ai tout de suite eu des bonnes notes, donc c'est là où ça a été assez évident pour moi. Et là, je me suis dit, ah ok, être juriste, être fiscaliste, devenir un avocat, c'est une matière où ça fait appel à des qualités intellectuelles et des compétences que je peux tout à fait avoir parce que j'ai un esprit logique. Et le fameux syllogisme qu'on nous apprend, je l'ai bien retrouvé dans la fiscalité, je l'ai parfois moins retrouvé dans d'autres matières.
Donc c'est pour ça que les planètes se sont alignées pour que je devienne avocat. Très clair. Et donc du coup, tu passes le barreau, tu l'obtiens, tu vas à l'EFB, à l'EDAC. Oui, enfin l'EFB, voilà. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Bon, pour moi, le plus dur, c'était la maîtrise, hein, où il fallait avoir la bonne note pour avoir le bon Master 2, lequel allait m'amener au niveau du réseau vers de bons stages. Voilà, l'EFB, honnêtement, j'en attendais pas grand-chose. Par contre, je me suis fait quelques contacts au niveau des confrères. Ça, c'était intéressant. Et puis on découvre aussi d'autres pratiques parce que du coup, à l'université, on finit qu'avec des affairistes quand on fait droit des affaires et droit fiscal. Donc là, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant de voir d'être avec des personnes dont le rêve, c'était d'être pénaliste, de plaider. Et c'est là où j'ai commencé à voir aussi la distinction de l'avocat qui va mettre la robe et celui qui va mettre le costume d'affaires. Voilà. Et bon, j'ai choisi finalement et voilà. Ok, très clair. Donc du coup, tu vas signer chez EY pour ta première embauche. Tu as fait déjà un stage, donc du coup, tu es déjà parti en échange au Canada. Tu es parti en échange en Australie. Du coup, est-ce que tu vas signer en fiscalité internationale chez EY? Ouais, tout à fait. Et ça se passe très bien parce que j'ai la chance de... Alors c'est très hiérarchisé en Big Four, hein, faut le savoir. On responsabilise très rapidement les jeunes, donc du coup il y a pas mal d'échelons. Et j'ai eu la chance très tôt de pouvoir travailler avec des associés, et puis des associés plutôt poids lourds. Hein. Ça parle plutôt aux fiscalistes en tout cas. Claire Accard, qui fait de la fiscalité du financement, et puis Patrick Dibou, qui n'est plus de ce monde, mais qui était un grand professeur agrégé et grand associé avec une très haute réputation technique. Donc j'ai la chance de pouvoir faire des notes en direct avec ces personnes-là, ce qui est un honneur incroyable. J'apprends énormément. Et puis ensuite, on va dire que j'ai travaillé avec d'autres personnes, peut-être beaucoup moins expérimentées, en tout cas à cette époque. Et puis j'ai pas forcément ressenti que de la bienveillance à mon égard. Moi en retour, j'ai peut-être manifesté aussi peut-être un peu trop de caractère ou de sensibilité, hein, voilà. Mais j'ai compris que mon destin, mon futur, pardon, à court terme, même pas à moyen terme, à court terme ne s'inscrivait pas forcément dans cette structure. Et alors c'est plutôt drôle parce qu'il y avait un autre associé de Ernst & Young, bon, ils sont nombreux évidemment à être associés chez Ernst & Young, qui avait une épouse qui était associée chez Bird & Bird, qui s'appelle Anne Kennedy. Et cette personne, Anne Kennedy, cherchait à remplacer son collaborateur senior, par un collaborateur junior. Et du coup, il y a eu un espèce de trading, un peu comme en NBA, qui arrangeait tout le monde. Et donc j'ai rejoint Bird & Bird, donc qui était un lawyer, qui n'était plus un cabinet fait que de fiscalistes. Alors chez Ernst & Young, évidemment, il y a d'autres départements que des fiscalistes, mais on va dire que sur 120 personnes, il y a 90 fiscalistes, quoi. Et puis le reste, c'est du support chez EY. Voilà, donc c'est quand même pas du tout, d'où l'expression Big Four et lawyer. Pour les fiscalistes qui cherchent une collaboration, c'est la distinction qu'on se fait tous. Soit on est que entre fiscalistes, Arsène, Francis Lefebvre et les Big Four, soit on va aller chercher des lawyers où on sait qu'il y aura un département corporate fort et avec lequel nous on travaillera en support. Et puis là, la nuance, c'est est-ce que tu es avec un associé qui est très 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 support, ou est-ce que tu es avec un associé qui est certes en support, parce qu'il y a toujours du support, mais aussi un peu développeur et entrepreneur. Et pourquoi tu avais choisi un Big Four à la base et qu'est-ce que tu as trouvé vraiment? C'est quoi tes missions au quotidien et qu'est-ce qui a changé finalement entre ton travail chez EY, donc du coup dans un Big, et le travail que tu as fourni a posteriori chez Bird & Bird, que tu qualifies de lawyer? Parce que je trouve que la distinction est super intéressante et on n'en parle pas souvent, entre exactement ce que tu viens de dire, entre le support qu'on vient opérer et derrière le caractère de rainmaker où finalement on a ses propres dossiers et on va développer son département en droit fiscal. Oui, alors bon, les Big Four sont très très bons dans la partie université. Donc clairement, entre guillemets, je me suis fait drafter parce que une des intervenantes du Master 2, Claire Accard, ça s'était très bien passé avec elle. J'avais fait un exposé qui lui avait beaucoup plu. Tout rapidement, il y avait une offre qui avait été présentée. Donc c'est un peu comme ça. Les lawyers, je ne les ai pas vus moi pendant mon année Master 2. Ils communiquent moins bien. Bon, je pense que ça a évolué depuis.
Donc je suis arrivé chez Ernst & Young comme ça. Ernst & Young aussi, pour moi, c'était l'image du cabinet américain, et très avec un fort réseau à l'international, donc forcément ça parle aussi. Et puis bon, c'était une vitrine que je voyais plus en tant qu'étudiant, encore une fois. Okay. Bon, pour répondre à ta question, il y a un entre-soi chez les Big Four, puisqu'on n'est que entre fiscalistes. Et la typologie client n'est pas forcément la même. Un Big Four est adossé à une firme d'audit. Donc on travaille souvent pour les mêmes clients. Et donc c'est tout le CAC 40 qui est audité en revue fiscale par la firme d'audit, EY Audit. Et ensuite le fiscal se greffe pour vendre d'autres prestations juridiques et fiscales. Donc finalement le fiscal sert d'upsell et pas de moyen d'acquisition, ou en tout cas d'opération primaire pour les Big Four. Voilà, mais par contre, évidemment, le juridique la branche juridique et fiscale de chacun des bigs essaye aussi de faire de l'acquisition client, bien sûr. Hein. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle Channel 1 et Channel 2, ils distinguent parce que, en raison de la loi Sarbanes-Oxley, tu sais, qui interdisait d'avoir que ton avocat et ton auditeur soient la même personne. Très clair. Donc voilà, alors qu'effectivement, dans les lawyers, j'ai pas retrouvé forcément le même type de clientèle. On va dire que la clientèle chez les Big Four, en tout cas en fiscalité internationale, était très corporate, moins fonds de private equity. Alors que dans les lawyers, quand on travaille en tout cas avec des départements corporate, ça dépend des lawyers évidemment. Je te raconte mon histoire, mais mon histoire, ça plus c'est tout de suite d'avoir travaillé avec des fonds où là, la partie support est très transactionnelle puisqu'on va souvent intervenir en support d'opérations exceptionnelles et transactionnel. Là où chez Ernst & Young, il y a évidemment une grosse activité transactionnelle, mais il y a aussi de l'activité de corporate où on fait de la restructuration, de la réorganisation interne de grands groupes. Donc voilà, déjà c'est pas la même cible. Voilà. Ok. Et du coup, quand tu arrives chez Bird, ça se passe comment ? Ça se passe bien et moi j'apprécie beaucoup du coup de travailler, de créer des synergies et de rechercher des complémentarités entre les différentes pratiques. Donc je me sens tout de suite, je me dis que c'est là où il faut que je reste. Et puis l'avantage c'est que j'avais fait pas mal d'audits d'acquisition chez Ernst & Young, donc du coup je suis rapidement très opérationnel pour mon niveau d'expérience, on va dire, chez Burn. Et puis surtout, j'ai une associée, Anne Kennedy, qui a un profil très intéressant. Parce qu'elle a commencé chez Arthur Andersen, donc un des Big Four qui a disparu. Et elle a fait, figure-toi qu'elle vient d'HEC, mais c'est pas qu'elle a fait, mais elle a un profil un peu particulier par rapport à ça, c'est qu'elle a fait la majeure entrepreneur. C'est vrai, quelqu'un de bien alors. Voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont fait la majeure entrepreneur qui ont fini avocat associé. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont passés par HEC, qui ont fait la fameuse majeure juridique et fiscale, mais la majeure entrepreneur, bon. Et donc elle a gardé vraiment cette fibre-là. Donc dès que je suis arrivé, quand j'étais très junior, et ça a duré, c'est une histoire qui a duré 8 ans. On est allé de cabinet en cabinet ensemble. Voilà, elle a ce profil très développeur. Du coup, c'était un peu ton mentor. Tout à fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a appris, qu'est-ce qu'elle t'a transmis durant ces 8 années que tu as passé avec elle? Parce que c'est quand même un soutien très fort. Tu arrives chez Bird & Bird grâce à cet associé de CGY qui a son épouse, du coup, qui devient ta mentor, qui travaille chez Bird & Bird. Tu viens chez Bird & Bird et tu la suis pendant 8 années. Ouais. Alors, j'ai observé beaucoup. Là où c'était plutôt bien de sa part, c'est que la porte de son bureau était toujours ouverte et je pense que elle aimait bien, et d'ailleurs je le fais un peu moi aussi maintenant avec mon management, travailler avec la porte ouverte, mais pas que pour revoir des points techniques, aussi pour écrire à des contacts, à faire un petit peu de sweet talk. Donc je l'ai beaucoup observé faire, soit en réunion, soit encore une fois donc dans son bureau, et je voyais comment elle entretenait la relation, comment elle essayait de se placer pour mettre en avant nos services. Donc voilà. Ensuite, ce qui m'a inspiré aussi, c'est son exigence sur tout ce qui est technique. La fiscalité, il faut savoir que c'est une bombe à retardement. La moindre erreur se paye cash, et surtout c'est tout de suite chiffrable. Donc on dit une connerie,
ça peut tout de suite se payer. Enfin, si le conseil dit une bêtise et qu'on se trompe sur le chiffrage du risque, ou si on passe à côté d'un risque, la sanction elle est immédiate pour le conseil. Donc, elle avait le côté un peu contrôle freak. Tous les mails, je devais la mettre en copie. Si justement dans un lawyer il y a ce risque-là, d'autres associés voulaient me parler directement, c'était très important de tout de suite mettre l'associé fiscaliste dans la boucle pour éviter justement parce que c'est humain de se dire je suis un peu responsabilisé, je suis jeune collaborateur, on vient me demander directement à moi la réponse. Mais ça, c'est la plus grosse connerie qu'on peut faire. Et maintenant, en tant qu'associé, je dis la même chose à mes collaborateurs. Donc, elle m'a appris ça aussi, les réflexes de survie, la supervision. Et moi, parfois, je me compare avec d'autres collaborateurs qui n'avaient pas les mêmes associés. Mes emails, ils étaient réécrits parfois. Je voyais d'autres collaborateurs, leur email, il était envoyé tel quel. Je pense pas que l'email envoyé tel quel, il était excellent et mon premier draft, il était mauvais. Je pense que juste, il n'y avait peut-être pas le même niveau de revue et le même niveau de rigueur. Et ça, du coup, j'ai aussi apprécié ça, mais elle n'était pas seule. Elle avait un bras droit qui s'appelle Carole Tanavaro, qui est aujourd'hui associée du cabinet Agilis, qui était une super counsel, qui avait plus de 10 ans d'expérience quand je suis arrivé comme junior, donc 18 ans quand je suis parti. Mais elle aussi, elle a quitté le navire un peu plus tôt que moi d'ailleurs. Et elle aussi, une rigueur technique extrême. Et en plus, elle, comme elle était un peu déchargée de l'aspect développement, elle pouvait d'autant plus me former sur les aspects techniques. Parce qu'en fiscalité, la compétence technique est certes un prérequis, mais à une dimension, c'est extrêmement important d'abord de faire cet apprentissage-là. Très clair. Et du coup, tu arrives chez Bird & Bird, donc tu restes 8 ans chez Bird & Bird. Est-ce que tu vois un peu des étapes dans ce parcours de 8 années chez Bird & Bird, des façons où tu vas te responsabiliser, dont on va te confier un peu plus de dossiers, dont on va te libérer, dont on va peut-être te demander même d'aller développer? Alors, déjà, et tu vas voir que ça. Déjà, cette réponse va un peu influencer les réponses précises que je vais donner à ta question. C'est que je ne suis pas resté 8 ans chez Bird & Bird. On a beaucoup bougé. On a beaucoup bougé. On a passé 1 an et 8 mois chez Bird. Enfin, Anne était chez Bird depuis 2000. Donc, okay. Elle a fait une longue aventure chez Bird & Bird. Mais moi, je n'ai fait que 1 an et 8 mois. Direction Dentons. Plus gros cabinet corporate. Pardon, plus gros département corporate. Beaucoup plus gros département corporate. Et ensuite, en plus, les planètes s'alignaient pas mal pour nous parce qu'un des counsels fiscalistes qui était vraiment au support du M&A partait à ce moment-là. Donc, on a pu récupérer toute cette partie-là, tout en continuant de développer nos dossiers propres que Anne a menés et entretenait. Et puis, au bout de 2 ans et demi chez Dentons, on est allé chez King & Wood Mallesons, ancien J. Berwin. Une super équipe, Christophe Digois, Maxence Bloch, donc la crème de la crème en private equity. Et puis et il venait de fusionner J. Berwin avec un cabinet chinois. Donc c'est pour ça qu'on s'appelait King & Wood Mallesons. Et puis, alors je te la fais courte sur les mouvements, mais ensuite, King & Wood Mallesons a eu un problème, il y a eu une faillite qui a été déclarée au niveau du bureau français. Suite au départ de toute l'équipe corporate du bureau de Paris. Et moi, j'étais toujours dans les bagages de Anne. Et on est arrivé chez Baker & McKenzie. Donc les 8 ans, en 8 ans, il y a eu 1, 2, 3, 4, il y a eu 4 cabinets. Donc voilà. Donc, et du coup, tu as vu 4 façons de travailler qui étaient différentes, en plus de ce que tu avais vu au préalable chez EY. Ah, ça a été très très riche, ouais. C'est 4 départements corporate différents. Et puis chez Bird, on était 4. Enfin, l'équipe fiscale, elle était chapeautée par Anne Point. Dentons, une équipe fiscale un peu plus étoffée, avec une spécialité fiscalité pharma. L'associé qui est là depuis très longtemps, Sandra Hazan, qui avait plus une expertise fiscalité internationale et fiscalité prix de transfert. Nous, bon voilà.
Ensuite, chez King & Wood Mallesons, pareil, une équipe fiscale un peu plus étoffée, il n'y avait pas que nous. Et alors là, Baker, c'est notre planète, parce que là, on a ce qui se fait de mieux en fiscalité du contentieux, ce qui se fait de mieux en fiscalité du wealth management, ce qui se fait de mieux en matière de fiscalité internationale, et enfin un département un peu général qu'ils appellent fiscalité corporate. Donc voilà, donc des structures en plus d'équipes fiscales différentes et aussi des structures d'autres équipes pour parler des autres expertises différentes. Donc ça, c'était très riche. Par contre, d'un point de vue politique, tu te doutes bien que c'est pas évident pour devenir associé dans ce genre de structure. Parce que si on compare ce schéma-là au schéma d'un bébé Baker ou d'un bébé Dentons qui est là dès sa première année de collab et qui cumule 8 années à aller faire le tour des bureaux étrangers pour se présenter et à devenir en 8 ans forcément un incontournable parmi tous les associés du bureau de Paris, 8 ans c'est quand même plus que quand tu arrives 1 an et demi, 2 ans, que quand tu fais des petites piges de 2 ans et demi en moyenne, quoi. Et ça, du coup, est-ce que ça a été un sujet de discussion avec Anne, du coup, qui était ta mentor? Parce que toi, du coup, ok, c'est cool, tu avais un super mentor qui était avec toi, qui te formait, qui t'accompagnait, mais toi aussi, tu pâtissais de ces départs à répétition, étant donné que tu ne pouvais pas t'installer et t'asseoir au sein d'une structure pour pouvoir monter en expérience, en compétences et aussi en rémunération. Je m'en rendais pas forcément compte. Ok. Je m'en suis pas forcément rendu compte. Il faut savoir aussi que on montait à chaque fois en REM. Ok. On montait en gamme un peu quand même, faut le dire. Les cabinets à chaque fois avaient un prestige de plus en plus, à chaque fois de plus en plus important. Donc non, je m'en suis pas rendu compte et puis je me disais aussi que pour devenir associé, il faut quand même, il y a effectivement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'image globale au niveau du cabinet, mais il y avait aussi la carte politique de j'ai un mentor qui politiquement pèse et va vouloir à un moment donné associer son bras droit. Puis après on comprend que ça se passera pas comme ça. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pas forcément rentrer dans le détail, parce qu'il doit y avoir du perso, etc., mais nous expliquer comment c'est passé, parce que du coup tu quittes Baker & McKenzie, et qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe, etc. Ouais, alors, quand je quitte Baker & McKenzie, en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Anne, depuis qu'on est arrivé chez King & Wood Mallesons, cette femme, donc, elle a été très marquée en tant que fiscaliste par le scandale de l'héritière Ritchie, où on a l'avocat fiscaliste de Gaulle qui est intervenu et on a remis en cause, ça a été un des premiers cas qui a été très médiatisé, où on a il y a eu des peines qui ont été requises pour l'avocat fiscaliste qui s'était occupé d'un démontage. C'est qui l'avocat fiscaliste? De Gaulle. Louis de Gaulle? Ouais. Ok. Donc là, il y a eu un côté, mais c'est pas possible, la fiscalité, ça devient vraiment, encore une fois, une bombe très dure à maîtriser. Moi, je pense que la fiscalité, c'est pas un métier qui a de l'avenir, entre guillemets. Je voudrais plus faire de la stratégie. Elle le disait pas comme ça, mais elle a, pour rester dans son développement, elle a vu que la dernière expérience avant Baker Magazine, on était dans un cabinet chinois. Elle s'est dit très bien, je vais m'occuper des investissements français, européens vers la Chine, ou des investissements chinois vers la France. Et moi, ça m'a plu, le côté international, le côté, encore une fois, double culture. Sans doute parce qu'encore une fois, j'ai grandi qu'avec une seule culture. J'ai toujours eu ce besoin de regarder ailleurs. Et donc déjà, il y avait un positionnement, un nouveau positionnement marché. Et quand on est arrivé chez Baker, elle nous annonce qu'elle part vivre en Asie, tout en traitant les dossiers depuis Paris. Ah ouais. Et donc, elle a fait la navette pendant 1 an. Donc du coup on est quand même déjà sur un business où moi je ne sais pas si j'ai vraiment envie de devenir le fiscaliste des échanges entre la France et la Chine, surtout qu'il y en a déjà une qui fait très bien ça, c'est Anne. Donc je ne vais pas devenir un mini Anne. Mais alors du coup tu sais que c'est extrêmement drôle parce que Anne est à Hong Kong en ce moment, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok, mais tout à fait. En fait, j'ai été en relation avec Anne, en discussion, parce que du coup, elle a fait HEC Entrepreneur et on a une mailing list à HEC Entrepreneur et on me l'a recommandé pour l'interviewer.
Donc j'ai été en relation avec Anne et Anne revient une fois par mois, c'est ça, à Paris. Exactement. Voilà, ok. Écoute, voilà, ok, bonjour Anne du coup. Je la salue évidemment aussi. Et c'est vrai que, alors du coup c'était assez inspirant parce qu'une fois chez Baker, typiquement on a travaillé aussi sur la Chine, on travaillait aussi avec l'Afrique parce qu'on avait un associé Afrique chez King & Wood que Baker a fait venir aussi quand nous on est arrivé chez Baker. Et donc, comme j'étais plutôt senior chez Baker et que j'ai compris que la singularité, le fait de se démarquer, c'était quelque chose d'important, je me suis dit sur l'Afrique aussi, je vais m'y mettre. Parce qu'il y avait un point commun parmi tout ça, c'était encore une fois les investissements des étrangers vers la France ou des Français vers l'étranger. Parce que ce qui était drôle par rapport à qu'est-ce que je devais faire pour devenir associé, pour moi, il y avait plusieurs choses. Mais soit tout miser sur ma relation avec ceux qui me donnaient du travail, mais bon, j'étais quand même très dépendant d'une personne et faut plutôt compter sur soi-même avant de compter sur les autres, je pense. Et la deuxième chose, c'était se démarquer. Et alors se démarquer, je me rappelle une fois d'une discussion que j'avais eue avec quelqu'un que tu connais, Yann Debonde, qui est un de mes meilleurs amis, si c'est pas mon meilleur ami, que je salue d'ailleurs parce que je crois qu'il écoute ton podcast. Hein. Ouais, il écoute tous les podcasts. Voilà. Donc voilà. Et Yann me disait, ouais, il faut que tu te différencies, par exemple, faire. Alors c'est peut-être pas lui qui a dit ça, mais bon, je caricature, désolé, mais faire que de la TVA ou faire que de la fiscalité locale, par exemple, taxe d'habitation, taxe foncière. Bon, pardon, mais alors j'ai un énorme respect pour des TVistes parce que j'en ai côtoyé et peut-être ceux qui font partie des meilleurs de France, notamment Thierry Villanek chez Baker. Hein. J'ai un énorme respect, mais voilà, je ne vais pas me dire que je vais faire que de la TVA. Donc, je n'avais pas forcément envie de me dire. Lui. Alors, moi, tu sais, tu me feras pas dire des horreurs sur les fiscalistes. Pour toi. Ça, c'est sûr, parce que on est un corps de métier très solidaire. Mais oui, voilà. Donc le positionnement marginal, c'est bien. Mais moi, il y a des choses. Je voulais rester quand même un peu généraliste et agile. Et donc du coup, je me suis dit, cette agilité, je peux la garder. Et c'est quand même pas mal ce qu'elle fait Anne, parce que cette histoire cette histoire du marché un peu régional, de flux entre deux pays, et là-dessus se greffent toutes les problématiques fiscales possibles et inimaginables. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc du coup, et donc bon, j'ai fait pas mal de détours pour répondre à ta question. Mais c'est super intéressant. Du coup, elle était là, mais pour moi, elle avait fait un pivot, voilà. Et limite, elle avait fait un pivot. Donc je pense que je devenais aussi trop cher. Ça, c'est aussi un truc dans les gros cabinets. On a 8 ans d'expérience, on est déjà, 490 € l'heure, des choses délirantes. Donc du coup. C'est compliqué de nous mettre tout le temps sur des jobs, quoi. Et en même temps, on n'est pas non plus associés, donc on s'y perd un peu. Et puis surtout, moi, je me suis dit, ok, je développe, parce qu'on m'a pas donné un marché, on m'a pas donné... parce que parfois aussi, ce qui peut se passer, c'est, tiens, il y avait ce marché qui était développé par quelqu'un, mais il est parti. Donc du coup, tu peux le reprendre. Bon, j'avais pas tout ça. Et puis surtout, je me suis dit, moi, aujourd'hui, si j'actionne mes leviers à moi dans mon réseau, les gens, ils n'ont pas les moyens de se payer mon taux. Donc de toute façon, déjà, je commençais à me dire qu'il fallait qu'il y ait une séparation. Et puis, je pouvais tout recommencer depuis le début avec Baker, parce qu'il y avait d'autres associés avec qui ça se passait bien. Et on a eu cette discussion, mais... l'envie d'entreprendre était trop forte et oui, je voulais le faire dans un... Alors, je sais qu'on parle pas mal de structure à taille humaine, donc c'est vraiment une banalité ce mot, tellement il est utilisé, mais parce qu'en plus on peut parfois avoir des structures à taille humaine qui sont pas du tout humaines. Hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui m'a dit ça et je trouve tout à fait vrai. Voilà. Ouais. Mais voilà, en tout cas,
j'avais besoin peut-être de me retrouver dans cet environnement où je pouvais m'adresser, où j'étais pas limité dans mes cibles. Voilà. Et donc du coup, tu décides de partir de chez Baker, mais comment tu prépares ton départ et où tu vas un petit peu regarder? Bon, je prépare mon départ, c'est assez rapide quand même. Je prépare mon départ en commençant à développer. Ma chance, c'est que ma charge de travail, elle s'était un petit peu ralentie quand même, donc je commençais à avoir un peu du temps pour moi. Parce qu'on avait un client qui avait vraiment mon plus gros chiffre qui à un moment donné a un peu arrêté de nous solliciter parce que je crois qu'on lui avait collé une facture assez importante sur une année où il y avait eu un peu d'exceptionnel, mais peut-être pas que. Et je pense que l'année d'après, il avait un peu rétrogradé au niveau de sa centrale d'achat. Et moi, je me dis qu'il y a un truc à faire avec le côté la Chine, l'Afrique. Et puis évidemment, je prends contact avec beaucoup de chasseurs de tête. Dont Yann. Et puis Yann me parle donc de GV Paris, avocat, qui est donc le cabinet où je suis actuellement. Et là où son discours m'a tout de suite plu, c'est qu'il m'a dit, parce que je suis allé voir différents cabinets, et alors c'était un peu compliqué parce que certains te demandent du chiffre. Donc tu es fiscaliste, attention. Alors je sais que on te demande pas le même chiffre en tant que fiscaliste qu'un mec qui fait du corporate, mais on te demande quand même du chiffre. On t'a demandé combien, au vrai, tu te souviens? Tu donnes pas de nom de cabinet, hein, mais oui, de toute façon, même les chasseurs te le diront. Ouais. En dessous de 100, t'existes pas trop en portabilité. Ou 150. Mais bon, la vérité, c'est quand même que dans beaucoup de structures, il y a des avocats fiscalistes qui sont en support. Et je suis pas sûr que leur chiffre portable soit si énorme que ça. Mais on en trouve même dans des très grandes structures. Ce sont des brutes techniques, mais ils n'ont pas de portabilité. Donc du coup, je te dis 100, 150, mais pour moi, c'est vrai sans être vrai cette info. Mais en tout cas, effectivement, j'ai des cabinets qui me disent, pour moi, c'est une façon polie de dire on n'a pas envie encore de recruter un fiscaliste. Alors, tu t'adresses d'abord à des cabinets qui n'ont pas de fiscaliste. J'ai rencontré aussi des cabinets qui avaient des fiscalistes, des pure players, par exemple en management package, qui étaient plutôt majoritairement des fiscalistes. Et là, j'avais l'impression que j'allais redevenir le super collab. Alors, on me tenait un discours, mais en fait, pour me montrer que tu peux devenir associé, il faut que tu me montres que le client, quand il a un problème, il t'appellera jusqu'au bout et il n'appellera pas l'associé. Mais en gros, c'était beaucoup d'heures pour les dossiers du cabinet, très bien payé. Mais c'était pas forcément ça maintenant qui était ma priorité. Très bien payé, beaucoup d'heures pour les dossiers du cabinet. Tu pouvais prouver tes qualités en étant dans ta capacité à tout superviser sans rien remonter comme point, mais ça s'arrêtait là. Et tu n'allais pas vraiment avoir le temps pour toi développer ton réseau. Donc pareil, que ce soit de mon côté comme de l'autre, ça n'a rien donné. Et donc, ce qui m'a tout de suite interpellé dans la proposition de Yann, c'est Arnaud, tu vas créer un département fiscal. Tu vas créer un département fiscal au bureau de Paris d'un cabinet brésilien. Donc déjà, je restais dans une structure quand même qui était internationale avec différents bureaux. Et l'ancrage culturel, alors c'est pas la Chine. Et je lui dis très bien, parce que j'avais pas du tout envie j'avais pas forcément envie de rester. Voilà, c'est pas l'Afrique non plus. C'est le Brésil. Voilà. Et ça, ça m'a tout de suite parlé. Ok, donc aujourd'hui, au sein de ton cabinet, toi tu arrives pour créer le département fiscal. Qu'est-ce qui est existant comme matière ici avant que tu arrives? Il y avait droit de l'immobilier, droit civil. C'est pas un cabinet affairiste. Disons qu'il y a deux choses. Il y avait historiquement un métier qui était d'accompagner les groupes français pour s'implanter au Brésil. Et puis, et aussi aider les Brésiliens à développer du patrimoine immobilier en France, mais du patrimoine immobilier privé. Donc là, c'est plus une clientèle personne physique. Donc du droit immobilier, du droit civil pour tout ce qui est aspect de transmission de patrimoine, des choses comme ça, de l'arbitrage. De l'arbitrage.
Et on externalise le fiscal, on externalise le social quand il y en a, on externalise l'IP quand il y en a aussi, mais il y a peu de demandes. Mais on internalise le fiscal et ça représentait quand même un montant. Et donc la décision de gestion qui a été prise en 2018, parce qu'on n'a pas trop parlé de date, mais en gros, là on se place entre 2009 et 2018, pardon. Ça a été d'internaliser cette fonction. Mais tout était à faire parce que… C'est ça qui m'intéresse. C'est comment tu arrives, donc en 2018 tu arrives au sein du cabinet d'avocats, dans un cabinet qui est franco-brésilien, donc un cabinet brésilien implanté en France, qui traite du coup des Français qui vont au Brésil, donc plutôt côté corporate, et des Brésiliens, personnes physiques, qui ont des opérations en France. Comment toi tu développes cette clientèle-là en fiscalité? Moi, j'étais là pour être en support de cette activité-là parce que les clients, ils étaient déjà là. Donc moi, je faisais plus office de centre de rétention. C'est-à-dire, désormais, on passe un cap, on est équipé en interne avec un fiscaliste et c'est parce que on a les deux aspects, on a la matière fiscale et la matière juridique, que peut-être que ça va nous différencier de nos concurrents. Parce que des cabinets sur la place qui font du franco-brésilien, il n'y en a pas 36. Et on est le seul à avoir un vrai fiscaliste, entre guillemets, qui avait mon parcours. Parce que tous les autres, ce sont des multitasking, ce sont des multitâches, mais il n'y a pas vraiment de département fiscal et il n'y a même pas vraiment de fiscaliste. Donc déjà, on avait un premier élément différenciant. Donc pour répondre à ta question, moi j'étais plutôt là-dessus, je faisais office de centre de rétention et de fonction support. Voilà. Mais par ailleurs, ce qui était intéressant pour le cabinet de me faire dans l'idée de me faire venir, c'était que moi je développe une clientèle qui n'était pas forcément brésilienne. Parce qu'on voulait justement décommunautariser la marque. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je suis arrivé, ça s'appelait Gouveia Vieira Advogados, tu te rends compte? Okay. Donc voilà, moi pour mon positionnement c'était un peu… voilà. Et rapidement on est passé à… Donc Gouveia Vieira, c'est le nom d'une famille de l'état de Rio de Janeiro assez connue et qui a très bonne réputation, notamment au niveau de tout ce qui est probité, anticorruption, tout ça. On a rebaptisé ça GV Paris parce que ça donne tout de suite un côté, on voit bien le côté international et le côté bureau, et puis ensuite avocat. Donc déjà voilà, on a voulu enlever l'étiquette Brésil parce que mon objectif à moi aussi, c'était de rester sur mes premiers amours, c'est-à-dire quand j'ai aidé des fonds et que j'ai vu passer des managers sur des opérations d'acquisition de société, et que ces dirigeants de société ou ces fondateurs, quand on était côté fondateur, on était quand même plutôt côté fonds, mais c'est pas grave, je voyais quand même les fonds, ils validaient ce que nous disaient les avocats des fondateurs, donc j'ai pu quand même travailler là-dessus. Moi je voulais continuer à faire ça, à développer une clientèle dirigeants de société, fondateurs, qui revend sa boîte, et là pour le coup c'est purement franco-français, mais c'est une expertise que j'ai. Et donc l'idée c'était vraiment de diversifier la clientèle, donc qu'on soit un cabinet franco-brésilien ou même un cabinet international qui a un ADN historique franco-brésilien, mais pas que. Très clair. Et donc du coup, comment toi, en tant que jeune associé, puisque quand tu arrives, tu es jeune associé, tu arrives à prendre à bras le corps et à t'intégrer dans un cabinet existant, mais un département en création, puisque c'est toi qui viens le créer, et tu arrives à faire tes armes comme ça, parce que tu es resté, entre guillemets, sous le mentorat de Anne jusqu'à ce que tu sois chez Baker, même si à la fin, elle était plutôt à l'étranger et toi, tu étais plutôt un peu livré à toi-même, entre guillemets. Derrière, tu arrives et tu développes ce cabinet. Parce que c'est la première fois, finalement, que tu vas devoir être bien sûr support, mais aussi aller chasser par toi-même. Oui, alors effectivement, on fait pas mal d'erreurs parce que c'est là où on se rend compte que le métier est incroyablement protéiforme en fait. C'est là où on regrette les cours à l'université qui nous ont juste appris à être un bon juriste et à donner des bonnes consultations juridiques. Il me manquait tout le reste. C'est d'ailleurs aussi… je ne sais pas si c'est le moment, mais je remercie vraiment ton projet parce que j'aurais beaucoup aimé, moi, quand j'étais étudiant à la fac, avoir ce genre d'interlocuteur. Parce que le métier, mais c'est là où le métier devient formidablement intéressant, évidemment. Donc voilà, en termes de canaux d'acquisition, je fais des erreurs, je vais dans des salons parce que je me suis dit instinctivement que c'était bien d'aller dans les salons, mais je les bossais pas et puis j'étais pas intervenant, donc… Quand on n'est pas intervenant, c'est super stérile.
Je fais aussi des emails d'approche, mais qui sont pas bien calibrés parce que je connais pas vraiment la personne et donc la personne me répond pas. Et on fait tous des erreurs. Et puis il y a aussi une forme de recommandation naturelle qui s'opère, qui fait que tout de suite tu obtiens tes premiers beaux dossiers. C'est aussi un peu drôle parce que tu te rends compte que ton plus gros dossier, ça peut être quelque chose qui vient d'un contact que tu t'étais fait quand tu étais à l'EFB et que tu suivais des cours de salsa. Il se trouve que c'est mon prof de salsa qui est devenu le CTO puis le directeur général d'une super boîte qui avait en plus une filiale au Brésil, ça s'invente pas. Et quand je suis arrivé ici, chez GV Paris, boum, on avait une belle mission où en gros, il fallait gérer les aspects fiscaux des flux entre la société mère à Paris, qui était une belle start-up, qui faisait quand même 30 millions de chiffre d'affaires, et sa filiale au Brésil. C'était incroyable pour moi. Je me suis dit, le cas concret, direct. Et puis moi, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que je viens des deux mondes, donc j'ai pu tout de suite mettre sur le dossier un avocat économiste, parce que sur des sujets de prix de transfert, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une matière qui intègre beaucoup de concepts aussi économiques. Et j'ai mis sur le coup, en freelance, un économiste de Baker, donc j'ai gardé tout mon réseau avant, qui fait que tout de suite on a fait le dossier tout en travaillant avec des Brésiliens localement. Et donc c'est drôle au niveau des centres d'acquisition, comme on se rend compte qu'il y a des bonnes surprises, mais sans stratégie. Et donc la stratégie, maintenant avec plus de recul, j'apprends tous les jours. Au niveau des indicateurs de performance, je ne mesurais pas du tout bien ce qui allait bien et ce qui allait pas bien. Et maintenant, j'essaie beaucoup plus de veiller à ça. Et quand je parle d'indicateurs de performance, c'est que quand on a un métier, quand on a une pratique qui est fiscale, l'origination et la production ne peuvent pas être les seuls indicateurs. Tu vois. Mais ça, tu le comprends pas tout de suite. Bien sûr, mais on l'a jamais vu, comme tu l'as dit tout à l'heure. Notamment quand tu es sur les personnes physiques. Quand tu es chez les personnes physiques, tu comprends que le panier moyen, c'est pas du tout le même que le panier moyen d'un client corporate ou d'un client fonds, ou même d'un client fondateur d'une société, mais où tu es sur de l'exceptionnel, où tu sais qu'il y a du cash. Parce que c'est ça qui est magique dans le M&A, c'est pour ça que tout le monde veut faire du M&A. C'est que comme tu te rapproches le plus d'un gros montant de cash, tu es sûr que tu vas pouvoir prendre une part. Mais quand tu conseilles des gens qui sont en day-to-day, qui ont juste un projet de vie qui est que je vis au Brésil, mais je viens m'installer en France, c'est quoi mon impact? Est-ce que j'ai des risques qu'on requalifie ma résidence fiscale? Eux, la réponse est oui, non, quel est mon risque, quel est le chiffre, mais ne me fais pas un mémo de 20 pages. Et ça, tout de suite, ton panier de moyen, du coup, tu peux plus trop être sur les 10K, tu vois, ni les 20K. Sauf si tu as deux activités, que tu as une activité conseil, une activité contentieuse et que derrière, tu viens chercher sur le contentieux. On est tout à fait d'accord. Mais du coup, si je prends l'exemple de cette cible de clients, typiquement, pour revenir sur les indicateurs de performance, si toi, tu as un centre de rétention, et que même parfois tu sers de produit d'appel, c'est-à-dire souvent tu te rends compte que tes clients ils rentrent par le fiscal. Et donc du coup, comme c'est le début et que tu veux créer une relation de confiance, tu vas sur les prix, tu peux parfois, alors en tout cas d'autres pratiques le font, mais sur les prix tu peux parfois être un peu tendre, à tort d'ailleurs. Ouais, nous on n'est pas d'accord avec ça. Ouais, alors je crois qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et dans ces cas-là, après, c'est tes associés qui se rattrapent sur la mise en œuvre d'une opération en rédigeant la documentation juridique. Et c'est humain, mais les clients, quand il y a un nombre de pages, ça parle plus que quand c'est de la consultation fiscale d'une deux pages, alors même que la consultation fiscale est en fait celle qui a la plus de valeur ajoutée. Moi, j'ai un grand avocat dont je ne donnerai pas le nom là, que j'ai très fréquemment au téléphone et qui m'a dit un jour un truc que je trouve très vrai. C'est que je passe 100 heures à travailler sur un dossier en profondeur, ou que je passe 5 minutes au téléphone, si j'obtiens le même résultat, j'ai le droit à la même somme d'argent derrière. Et moi, ça, j'en suis persuadé. C'est peu importe l'instrumentum que tu vas rendre, c'est-à-dire tes 2 pages de conclusion, tant que tu solutionnes la problématique qui est une réelle problématique pour le client que tu as en face de toi, ou en tout cas qui a un gros montant financier en jeu, ou qui a un gros problème pour lui, puisque ça lui génère du stress, ça l'empêche de dormir, etc., tu as le droit à de l'argent. Et moi, j'en suis convaincu à 200%. Ouais, ça c'est… C'est difficile après à vendre, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, mais non, c'est sûr. De toute façon, et puis alors, non, c'est sûr. Surtout qu'avec aujourd'hui, où il y a de plus en plus de business du droit, pas forcément les avocats, qui essaient de transformer le droit en un produit,
Bah oui, c'est sûr. C'est-à-dire que quand maintenant on a des legal tech qui standardisent plein d'actes juridiques et que ça devient un produit et plus du service. Alors quand je dis que ça devient un produit, c'est qu'en fait on a une hotline avec des gens qui ne sont pas forcément qualifiés, qui vont vous répondre. Donc il y a moins d'interaction client et il y a beaucoup moins de sur-mesure. Et tout est automatisé. Oui, bah, donc c'est sûr que... Toi, sur ta matière, tu n'as pas ces difficultés-là. Enfin, non, alors j'ai pas ces difficultés-là, mais sur les personnes physiques, il faut quand même se défendre parce que. Tac-au-tax. Voilà, typiquement. Et puis aussi d'autres business models qui sont les business models des banques privées, des conseillers de gestion de patrimoine. Je prends un pourcentage de frais de gestion de tous tes encours, donc c'est totalement indolore, tu ne le sens pas vraiment passer. Hein. Et du coup, je me permets de te donner du conseil fiscal en veux-tu, en voilà, sans avoir en plus à me prendre la tête sur le pricing de tout ça. Parce qu'au final, je prends une commission annuelle et ça, c'est très confortable en termes de pricing. Et c'est un modèle qui, du coup, et ça, c'est aussi c'est compliqué pour l'avocat de ce fiscaliste patrimonial. De se positionner par rapport à ça, mais heureusement ce qui nous reste c'est les contentieux et les analyses techniques un peu poussées, et notamment dans le cas d'une clientèle internationale où il y a des situations et des phénomènes de double imposition qui fait que là pour le coup heureusement il vaut mieux faire un peu d'analyse juridique, quoi. C'est quoi ta répartition un petit peu de ton activité entre conseil et contentieux? J'ai historiquement fait beaucoup de conseils, hein, donc je dirais vraiment 80-20. Très clair. Et aujourd'hui, c'est quoi du coup tes objectifs de développement? Parce que là, du coup, tu as travaillé quand même pendant 8 ans au préalable du coup avec Anne. Avant ça, tu étais chez EY. Maintenant, tu es associé chez GEV. Du coup, tu as fêté ta 3e année là, d'arrivage. C'est quoi tes objectifs un petit peu sur les 5-10 prochaines années? Mes objectifs, c'est d'avoir une activité en croissance déjà. Ça serait de faire grossir l'équipe. De vraiment transformer ce cabinet dans son côté du coup dans son diversifier la clientèle, rester encore une fois sur cette ADN historique mais la rendre internationale, et donc voilà, on va aussi chercher les Américains qui investissent en France. J'aurais toujours du mal. On a souvent ce débat avec les pénalistes qui font aussi des droits des affaires. J'aurais du mal, moi, à ne faire d'aller chercher qu'une cible parmi les deux que je t'ai citées. Je suis toujours très attaché à mes clients, à mes dirigeants de sociétés en France dont le projet de vie est de faire et de créer une boîte et puis ensuite, à un moment donné, de la vendre. Et d'ensuite de réinvestir le produit de cession dans un autre nouveau projet. C'est une activité que j'aime, et en même temps donc il y a aussi la clientèle étrangère, pour le coup donc brésilienne ou autre. Donc c'est continuer de développer, et il y a aussi une autre chose qui est très intéressante, je trouve, dans le métier, dans ce statut d'associé, c'est le côté gérant. Moi aujourd'hui je gère une société parce que quand on est 3 associés, il n'y a pas de managing partner en fait, hein, et on n'est pas non plus outillé avec des directeurs qui s'occupent du marketing. Enfin on a peu de leviers sur lesquels s'appuyer, et donc on apprend tout seul, et sur le marketing, sur sur les canaux d'acquisition, sur plein de choses. Ça c'est aussi c'est-à-dire que maintenant je suis avocat et entrepreneur, et c'est deux choses parfois qui peuvent être différentes mais qui ne devraient pas l'être en fait. L'avocat doit être profondément entrepreneur. Donc voilà, et sachant qu'aussi on est sur un projet de GV Paris Avocat, c'est 3 associés sur 3 générations. Et ça c'est très intéressant aussi. 61, 72, 83. J'espère que c'est pas l'âge de chaque associé. Si on est bon en maths, tu peux à peu près y arriver. C'est les années de naissance. Et voilà. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 3 niveaux de générationnel au niveau des cibles clients et au niveau aussi de la gestion du cabinet. Parce que c'est très très bien que toutes les générations soient représentées dans une réunion d'associés. Et à terme, évidemment, l'idée c'est que
ceux qui ont le plus d'expérience s'effacent pour faire rentrer et laissent la clientèle et le cabinet entre les mains de ceux qui sont là, qui vont eux-mêmes associer d'autres personnes. Et ça, cet aspect transmission, même au niveau de ma propre activité, j'y tiens beaucoup. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir être en mesure de faire grossir l'équipe et d'être moins cet avocat artisan que je suis actuellement, parce que je fais quand même beaucoup de choses. Je mets pas beaucoup à l'échelle, on va dire. Très clair. Arnaud, on vient de passer 50 minutes ensemble. On est vendredi soir, il est tard. On a beaucoup bossé cette semaine. Donc je vais encore te garder quand même 1 ou 2 minutes pour te donner une petite carte blanche à la fin de ce podcast par rapport à une annonce que tu as à faire, par rapport à ton cabinet, par rapport à ce que tu recherches comme client, ce que tu attends de tes confrères, ce que tu veux pour le cabinet, peu importe. Tu as carte blanche et tu as 1 minute avant que je te souhaite un bon week-end. Ouais, ça c'est pas évident parce que c'est pas évident de dire des banalités et d'être créatif. Moi, oui, alors, je m'adresse à mes confrères parce qu'effectivement, je me rends compte qu'il y a énormément de choses à faire, surtout quand on est fiscaliste avec ses pairs. Je vais profiter donc de cette minute pour dire 2 choses, pas m'adresser d'ailleurs qu'à mes confrères. La première chose, c'est que je voulais m'adresser aux étudiants pour vraiment revenir sur cette histoire de singularité, parce que je pense vraiment que c'est important d'avoir le sentiment de faire quelque chose d'unique et de différent. Et moi, c'est vraiment ça qui fait que le matin, je me réveille. Et puis, je préfère peut-être rester là-dessus. Okay. Et vis-à-vis des confrères, je trouve qu'on a un métier formidable parce qu'il est protéiforme, mais il faut le faire pour de bonnes raisons. Voilà voilà ce que je pourrais, écoute, c'est parfait. Dire. Arnaud, je te remercie pour ton temps, pour cette interview qui était très honnêtement d'une très très grande qualité, avec beaucoup d'informations que tu nous as données, qui sont très pertinentes et qu'on a très rarement sur le podcast. Donc très sincèrement, je pense que cet épisode sera beaucoup écouté et qu'il donnera beaucoup d'insights à énormément de personnes. Donc je t'en remercie. Merci à toi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.